Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est le bilan comptable, comment il est constitué et comment il est exploité. Tout d'abord, on peut rappeler que le bilan comptable est un des états financiers d'une entreprise, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un des documents qui sont produits annuellement et obligatoirement à la fin de chaque exercice comptable. Son objectif prioritaire consiste à dessiner l'intégralité du patrimoine de l'entreprise à une date donnée, quelle que soit la forme que le patrimoine peut prendre. Comme la constitution d'un tel document demande de nombreuses opérations préalables et donc beaucoup de temps, le patrimoine est reconstitué a posteriori à la date de la clôture de l'exercice comptable. Le format du document et les méthodes qui sont employées sont standardisés afin de permettre la comparaison de bilans entre eux. La comparaison de bilan d'une même entreprise au fil de plusieurs années d'activité, ou bien la comparaison de bilans d'entreprise au profil similaire ou d'un même secteur d'activité, afin de pouvoir mieux apprécier son positionnement. Alors, suivant le principe de la comptabilité en partie double, le recensement du patrimoine de l'entreprise s'effectue selon deux logiques différentes. Une logique qui se focalise sur les ressources disponibles pour que l'entreprise développe ses activités, et une logique d'inventaire des usages de ces ressources. C'est pour cela qu'un bilan est articulé autour de deux grandes sections. L'une consacrée aux ressources, c'est le passif, et l'autre consacrée aux emplois, c'est l'actif. Comme seule la logique diffère entre ces deux sections, mais que l'objet d'étude demeure identique, on doit avoir à la fin une égalité parfaite entre le total de l'actif et le total du passif. Pour dresser l'actif et le passif, on utilise des comptes des classes 1 à 5, c'est-à-dire les comptes de capitaux, les comptes d'immobilisation, les comptes de stock, les comptes de tiers et les comptes de banque. Concentrons-nous à présent sur l'actif. L'actif peut être vu comme étant constitué de 4 grandes parties, toujours identiques et toujours dans le même ordre. Les immobilisations elles-mêmes détaillées en 3 catégories, les stocks, eux aussi détaillés en plusieurs sections, les créances que l'entreprise possède envers des tiers, et la trésorerie qui recense les disponibilités. Regardons plus précisément le contenu de l'actif. Après avoir clairement identifié l'entreprise concernée, l'actif du bilan mentionne la durée de l'exercice qui est présenté. Cette mention est très importante. Elle est souvent de 12 mois, mais elle peut parfois différer. Et cela donne une indication très importante si l'on souhaite comparer les exercices entre eux, en particulier pour les postes de dette, de stock et de créances. Ensuite, on remarque que l'actif est divisé en 3 colonnes plus une, à savoir une colonne pour les valeurs dites brutes, une colonne pour les dépréciations et amortissements, et une colonne pour les valeurs nettes, qui ne sont rien d'autre que les valeurs brutes auxquelles on a retranché les dépréciations et amortissements. Plus une colonne à droite qui correspond au rappel des valeurs nettes de l'exercice antérieur, ceci afin de faciliter les comparaisons entre exercices comptables, encore une fois. Maintenant que nous avons souligné les axes de construction de l'actif, faisons un rapide survol de son contenu. On commence avec les immobilisations. Certaines sont incorporelles, comme les frais d'établissement et les frais de développement. Ce sont des frais occasionnés à la création de l'entreprise, comme par exemple des frais d'enregistrement de la société, des honoraires d'avocat ou de notaire, des frais de formalité légale. Plus tard, au cours de l'existence de l'entreprise, ils peuvent aussi accueillir les frais d'augmentation de capital. On trouve aussi parmi les immobilisations incorporelles les valeurs correspondant aux brevets, concessions et licences de logiciels par exemple, dont jouit la société. Mais encore le fonds commercial. C'est une notion juridique qui regroupe ce qui fait l'essence même de l'activité commerciale, son enseigne, sa clientèle, sa réputation, ses licences administratives, son nom de domaine, etc. Les autres postes regroupent les immobilisations incorporelles inclassables parmi les précédents. À l'exception du fonds commercial, toutes ces immobilisations sont amortissables. Les immobilisations corporelles rassemblent toutes les utilisations de ressources qui ont une existence concrète et substantielle.
On y retrouve donc les terrains nus, les constructions immobilières, les installations d'équipements de production, les matériels et outillages utilisés. Là encore, les inclassables sont regroupés sur une ligne autre immobilisation corporelle. À l'exception des terrains nus, toutes ces immobilisations sont amortissables. Enfin, la troisième partie des immobilisations est constituée des immobilisations financières. Avec des degrés différents d'implication dans la gestion, il s'agit dans tous les cas de prise de participation ou d'avoir auprès d'autres entreprises. La ligne prêt correspond ainsi à des prêts que l'entreprise, dont le bilan présente ici le patrimoine, aurait consenti à d'autres entités. Ces immobilisations ne sont pas amortissables. Passons à présent à la partie circulante de l'actif. On y retrouve tous les stocks de marchandises, les stocks de matières premières, les encours de production, les stocks de produits finis. Puis viennent, naturellement, tous ces stocks peuvent faire l'objet de dépréciation si nécessaire. Et puis viennent les créances avec les sommes dues par les clients. Ce sont les factures qui ne sont pas encore payées. Et puis les autres créances qui sont des sommes dues par d'autres agents économiques autres que les clients. On voit que les acomptes et avances versées sur les commandes sont rapprochés des créances car bien qu'il ne s'agisse pas de créances proprement dites, il s'agit de valeurs dont l'entreprise est en attente vis-à-vis de ses fournisseurs puisqu'elle a déjà payé ses commandes. Les fournisseurs lui sont donc redevables. Dans les divers, on trouve les disponibilités, c'est-à-dire les sommes immédiatement disponibles sur les comptes bancaires ou dans la caisse, ainsi que les valeurs mobilières de placement, les VMP, qui sont en général des actions cotées en bourse qui sont liquides, c'est-à-dire faciles à transformer en espèces. Les comptes de régularisation ne sont actionnés qu'en fin d'exercice, avec notamment les charges constatées d'avance, constituées par exemple de loyers versés annuellement, mais dont la période couverte est à cheval sur 2 exercices comptables. On y retrouve aussi les écarts de conversion d'actifs. Les écarts de conversion existent lorsqu'il y a des transactions non résolues en monnaie étrangère, c'est-à-dire autre que l'euro. La conversion en euros s'effectue au cours de clôture du dernier jour de l'exercice comptable. Ainsi, une différence peut apparaître entre le cours de conversion lorsque la transaction a été initiée et le cours de conversion à la clôture de l'exercice. Ces écarts apparaissent à l'actif ou au passif selon qu'ils sont favorables ou défavorables à l'entreprise. Côté passif, on trouve 3 grandes sections. Les capitaux propres, les provisions et les dettes. Ce sont là l'ensemble des ressources que l'entreprise mobilise dans le cadre de ses activités. Détaillons ensemble ces grands postes. Dans les capitaux propres, on trouve évidemment le capital social qui correspond au capital apporté par le ou les actionnaires ou associés. Les primes d'émission et de fusion peuvent être assimilées au capital investi dans l'entreprise, bien qu'étant comptablement distinctes. Juste en dessous, on trouve les réserves. Elles sont toutes issues des résultats des exercices précédents. Cependant, il y a plusieurs sortes de réserves. Les réserves légales correspondent aux réserves constituées obligatoirement du fait du cadre légal. L'obligation de constituer ces réserves dépend du statut de l'entreprise, les SARL, SAS et SA sont particulièrement concernés, et de leur niveau relatif de chiffre d'affaires. Ainsi, ces entreprises doivent flécher au moins 5% de leurs résultats comptables bénéficiaires vers les réserves légales, jusqu'à ce qu'elles atteignent un montant égal à 10% du capital social. Les réserves statutaires sont des réserves prévues par les statuts de l'entreprise. Le montant de ces réserves diffère donc d'une entreprise à une autre par définition. Les réserves réglementées sont constituées des réserves indisponibles et d'autres réserves réglementées comme les plus-values nettes à long terme et des réserves issues de subventions d'investissement. Les réserves dites indisponibles sont, elles, actionnées, par exemple, dans le cas de rachat d'actions par l'entreprise elle-même. Enfin, les autres réserves regroupent toutes les réserves diverses non classées parmi les précédentes.
dont les réserves facultatives librement affectées par le conseil d'administration de l'entreprise. Le résultat de l'exercice correspond au résultat comptable généré par l'exercice qui vient d'être clos. Et le report à nouveau correspond au résultat comptable des années précédentes, résultats qui n'ont pas été ni distribués sous forme de dividendes, ni mis en réserve. Ce sont donc des sommes en attente en quelque sorte. Puis viennent les subventions d'investissement, à ne pas confondre avec les subventions d'exploitation. Ces subventions traduisent le fait qu'une aide financière est venue aider à la construction ou à l'acquisition d'une immobilisation. Enfin, on trouve les provisions réglementées. Elles sont régies par le Code général des impôts et ont par là même un caractère fiscal. Ce sont par exemple des provisions pour investissement, destinées à favoriser l'acquisition d'une immobilisation au cours des années suivantes, ou bien pour hausse des prix lorsque l'entreprise est soumise à un contexte de marché particulièrement fluctuant sur ses achats. Les autres fonds propres mentionnés ici sont des formes variantes de l'investissement en capital classique. Puis on trouve des provisions pour risque et des provisions pour charge. Ces dernières traduisent le fait que l'entreprise entrevoit soit une charge dont le montant reste estimatif, car dans un futur plus ou moins lointain, comme le coût associé au démantèlement d'un site ou sa dépollution. Quant aux provisions pour risques, elles peuvent être passées pour les risques encourus par l'entreprise au cours des opérations habituelles de son activité. C'est le cas par exemple pour les litiges commerciaux, ou bien pour les les risques de perte de change dans le cas de transactions en plusieurs devises. À la suite, on trouve les dettes de l'entreprise, à commencer par ses emprunts obligataires. Pour rappel, une obligation est une forme d'emprunt auprès des particuliers ou bien d'autres entreprises avec une échéance de remboursement prédéfinie et éventuellement des coupons, c'est-à-dire une rémunération de l'emprunt détachable à une fréquence prédéterminée. Ces obligations peuvent éventuellement être converties en actions si elles sont structurées ainsi. On les appelle alors emprunts obligataires convertibles. Ensuite, on trouve les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit et l'ensemble des emprunts et dettes financières. Il convient de faire particulièrement attention au renvoi petit 5 ici, car il indique le montant des avances de trésorerie accordées par les banques. Ce sont des emprunts de court terme. C'est donc la trésorerie du passif et non des dettes de long terme. Donc si on souhaite connaître le montant total des dettes de long terme, il faut retrancher la valeur du renvoi petit 5 de la ligne DU. Les avances et acomptes reçus sur commande sont ici assimilés à des dettes envers les clients puisque l'entreprise est encore redevable d'une prestation envers ses clients qui la lui ont déjà payée. Puis on trouve les dettes envers les fournisseurs, quels qu'ils soient, et les dettes fiscales et sociales. C'est ici notamment que se nichent les dettes de TVA que l'entreprise doit reverser au Trésor public, ainsi que les dettes envers les URSSAF, correspondant au montant des cotisations sociales devant être versées aux organismes sociaux. Enfin, on trouve les autres dettes, celles qui ne peuvent être classées dans les autres lignes. Tout comme on a trouvé des charges constatées d'avance et des écarts de conversion à l'actif, on retrouve leurs homologues au passif. Pour rappel, le total de passifs indiqué à la ligne EE doit être égal au total d'actifs de la ligne CO. Voilà pour la présentation du bilan qui est l'un des états financiers présentés en fin d'exercice comptable. L'autre grand document de référence de fin d'exercice est le compte de résultat. Mais ça, c'est pour une autre vidéo.